Aujourd'hui, on plonge dans une histoire complètement folle, celle d'un homme qui a réussi à convaincre des centaines de personnes que nous vivons à l'intérieur de la Terre. Non, ce n'est pas le début d'un roman de science-fiction, mais l'histoire vraie de Cyrus Teed, aussi connu sous le nom de Koresh. Un médecin, un alchimiste, un inventeur, qui s'est un jour autoproclamé messie. Comment un personnage aussi excentrique a-t-il pu construire une communauté prospère et même attirer l'attention de géants comme Thomas Edison et Henry Ford? Accrochez-vous, on part à la fin du 19e siècle, une époque où tout semblait possible, même les idées les plus délirantes. Tout commence en 1869. Cyrus Teed, un médecin qui pratique une forme de médecine alternative, l'éclectisme, est dans son laboratoire. Il prétend alors subir une décharge électrique si violente qu'il vit une expérience de mort imminente. Il raconte que son âme a quitté son corps et qu'une entité divine lui a parlé. Sa mission ? Il serait le nouveau Messie, chargé de sauver l'humanité. À partir de cet instant, il n'est plus seulement le Dr Teed. Il devient Koresh, un nom dérivé de Cyrus en hébreu. Cette révélation va être le point de départ d'un mouvement qui va durer des décennies. Mais comment une telle histoire a-t-elle pu prendre racine ? Pour comprendre, il faut se replonger dans l'ambiance de l'époque. Nous sommes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est une période de bouleversement incroyable. La révolution industrielle bat son plein. L'électricité transforme la vie quotidienne. Le spiritisme est à la mode et les découvertes scientifiques fascinent autant qu'elles inquiètent. C'est un terrain fertile pour les nouvelles idées, qu'elles soient scientifiques ou spirituelles. Les frontières entre science, religion, mysticisme et charlatanisme sont incroyablement floues. Dans ce contexte, Cyrus Teed a un profil parfait. Il est chon médecin, il a une formation scientifique. Il utilise un vocabulaire technique, il parle d'alchimie, d'expérience. Il n'est pas juste un illuminé qui parle de vision. Il se présente comme un homme de science qui a découvert une vérité supérieure. Cette double casquette lui donne une crédibilité énorme. Il est perçu comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, capable de décoder les secrets de l'univers grâce à la science et à la révélation. C'est ce mélange qui rend son discours si puissant et si séduisant pour beaucoup de gens qui cherchent un sens dans un monde en plein changement. Et quelle est cette grande vérité qu'il prétend avoir découverte ? C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Selon Teed, la Terre n'est pas une sphère sur laquelle nous marchons. Non, la Terre est une sphère creuse et nous vivons à l'intérieur de sa surface concave. Le Soleil, la Lune, les étoiles, tout l'univers est contenu dans cette sphère. Il appelle ça la cosmogonie cellulaire. Pour lui, l'humanité vit littéralement dans une cellule géante. C'est une idée sidérante, mais Teed ne se contente pas de l'affirmer. Il veut le prouver scientifiquement. Il organise des expériences, notamment en Floride, sur les plages. Son équipe, qu'il nomme le Koreshan Geodetic Survey, utilise des instruments d'arpentage très précis sur de longues distances pour tenter de démontrer que la surface de l'eau n'est pas convexe, mais bien concave, qu'elle se courbe vers le haut. Évidemment, ces expériences sont biaisées et ses conclusions erronées. Mais pour ses disciples, c'est la preuve irréfutable que leur leader a raison. Cette théorie cosmologique est le socle d'une doctrine religieuse et sociale complète. Teed fonde la Koreshan Unity, une communauté utopique. Il prône le célibat car il pense que l'énergie sexuelle doit être conservée pour atteindre l'immortalité physique. Il promeut une égalité radicale entre les hommes et les femmes, ce qui est très progressiste pour l'époque. Les femmes occupent chaque des postes de direction importants au sein de la communauté. L'organisation est gérée par un conseil qu'il appelle la Cour planétaire. Il imagine une société parfaite, une nouvelle Jérusalem, où la communauté vivrait en harmonie, loin des maux de la société industrielle. Cette vision d'un monde meilleur basé sur une science révélée et des principes sociaux utopiques a attiré des centaines de fidèles qui ont tout quitté pour le suivre. En 1894, Teed et environ 200 de ses disciples s'installent en Floride, sur un terrain de plus de 300 acres près d'une petite ville nommée Estero. C'est là qu'ils vont construire leur nouvelle Jérusalem. Et ils ne font pas les choses à moitié. Ils bâtissent une véritable petite ville autosuffisante. Ils ont leur propre imprimerie où ils publient leur journal, The Flaming Sword, l'épée flamboyante, pour diffuser leurs idées. Ils construisent une usine à béton, des ateliers de mécanique, une boulangerie, un grand magasin,
une centrale électrique qui fournira même du courant aux voisins et de magnifiques jardins botaniques. La communauté est prospère, travailleuse et innovante. Ils sont connus localement pour leur efficacité et leur sens de l'organisation. D'un côté, ils vivent dans une bulle idéologique, complètement isolés doctrinalement du reste du monde. De l'autre, ils sont économiquement très bien intégrés et même vus comme une force motrice locale. C'est cette dualité qui est fascinante, une secte avec des croyances surréalistes, mais qui est aussi une entreprise modèle et un voisin respectable. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus surprenante. Le succès et l'originalité de la Koreshan Unity ne passent pas inaperçus. Et parmi ceux qui s'y intéressent, on trouve deux des plus grands noms de l'ère industrielle, Thomas Edison et Henry Ford. Ces deux icônes possédaient être des résidences d'hiver non loin d'Estero. On sait qu'Edison, le grand inventeur, a visité la communauté. Il n'était probablement pas intéressé par la théorie de la Terre creuse, mais il était fasciné par les jardins botaniques des Koreshan. Ils y cultivaient des plantes exotiques venues du monde entier. Et Edison, qui cherchait à l'époque une source domestique de caoutchouc, était toujours à l'affût de nouvelles ressources végétales. Henry Ford, le père de l'automobile moderne, s'est également intéressé à la communauté. Il était intrigué par leur organisation, leurs machines, leur esprit d'innovation et leur autonomie. Il y avait un esprit d'expérimentation chez les Koreshan qui devait résonner avec ces grands pionniers de l'industrie. Imaginez la scène. D'un côté, des génies de l'industrie qui façonnent le monde moderne, de l'autre, une communauté utopique menée par un gourou qui prétend que l'univers est contenu dans une coquille. Leur rencontre est le symbole parfait de cette époque pleine de contradictions. Elle montre que les frontières entre le génie, l'utopie, l'innovation et l'hérésie étaient bien plus poreuses qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Ces grands industriels ne voyaient peut-être pas en Tid un messie, mais ils reconnaissaient en sa communauté un esprit d'entreprise, une capacité à construire et à expérimenter qui faisait écho à leurs propres obsessions. C'est un rappel que même les idées les plus étranges peuvent parfois générer des résultats concrets et fascinants. Mais que devient une communauté quand son messie disparaît ? Cyrus Tid était convaincu qu'il atteindrait l'immortalité physique. Pourtant, en 1908, il meurt des suites de blessures subies lors d'une altercation. Pour ses disciples, c'est un choc terrible. Ils sont persuadés qu'il va ressusciter. Ils veillent à son corps pendant plusieurs jours, attendant le miracle. Mais le miracle n'arrive pas. Finalement, les autorités sanitaires interviennent et les obligent à enterrer leur leader. La mort de Tid marque le début du déclin de la Koreshan Unity. Privé de son chef charismatique, le mouvement perd de son élan. Le célibat strict empêche la communauté de se renouveler de l'intérieur. Au fil des décennies, le nombre de membres diminue inexorablement. La communauté vieillit et s'éteint lentement. En 1961, les derniers membres restants ont fait don de leurs terres à l'État de Floride, à la condition que le site soit préservé en tant que parc historique. Aujourd'hui, on peut visiter le Koreshan State Historic Site. On peut se promener dans les bâtiments pour restaurer, voir leurs machines, imaginer la vie de cette communauté si particulière. C'est un lieu figé dans le temps, le témoignage d'une utopie à la fois brillante et délirante. L'histoire de Cyrus Tid et de la Koreshan Unity est une leçon fascinante sur le pouvoir de la conviction, sur la crédulité humaine, mais aussi sur l'incroyable capacité de l'être humain à construire des mondes alternatifs. Elle nous rappelle qu'à une époque de grands bouleversements, certains cherchent des réponses dans la science, d'autres dans la foi, et quelques-uns, comme Tid, tentent de fusionner les deux, créant des visions du monde aussi étranges que spectaculaires. Que reste-t-il de cette utopie aujourd'hui ? Un parc, une histoire incroyable, et peut-être une question pour nous. Quelles sont les terres creuses de notre époque ? Quelles sont ces croyances marginales qui, avec le recul, nous paraîtront un jour aussi bizarres que celles de vivre à l'intérieur du globe ? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres explorations historiques.